Bienvenue. En ce mois de novembre 2025, notre monde est vraiment à un point de bascule. D'un côté, on a des tensions qui menacent de tout faire voler en éclats, et de l'autre, des innovations qui sont en train de redéfinir complètement notre quotidien. Alors plongeons ensemble dans cet instantané pour y voir un peu plus clair. On va commencer par une question qui, au fond, nous concerne tous. Imaginez un instant. Que se passerait-il si demain, tout s'arrêtait net? Plus de paiement en ligne, plus de communication, plus de GPS. Le vide. Le truc, c'est que ce n'est pas juste une hypothèse en l'air. Non, en octobre dernier, des pannes massives ont vraiment commencé à secouer les fondations de notre monde numérique. On a eu comme un avant-goût du chaos. Alors voilà, entrons dans le vif du sujet. On est devenu tellement dépendant de cette infrastructure qu'on ne voit même plus, et c'est justement ça qui la rend incroyablement vulnérable. À tel point que les experts ont maintenant un nom pour ça, le Big One. C'est un terme qu'ils ont piqué aux sismologues, ceux qui étudient les tremblements de terre. Et l'analogie est parfaite. La question n'est plus de savoir si un effondrement total d'Internet pourrait arriver, mais plutôt quand. Et les signaux d'alarme, ils sont bien là. Le 20 octobre, c'est Amazon qui tombe en panne. À peine 9 jours plus tard, le 29, autour de Microsoft. Pour vous donner une idée, rien que la première panne a paralysé 11 millions de personnes et des milliers d'entreprises. Ça montre à quel point on est tous sur le fil. Et la racine du problème, elle est là, sous nos yeux. Plus de 60% de tout le marché du cloud mondial est entre les mains de seulement 3 entreprises. Ça veut dire que quand l'une d'entre elles vacille, c'est tout notre écosystème numérique qui se met à trembler. Et cette fragilité, bien sûr, elle a un coût absolument vertigineux, 10-500 milliards de dollars. C'est l'estimation des pertes liées à la cybercriminalité juste pour l'année 2025. C'est un chiffre qui dépasse le PIB de la plupart des pays du monde. L'enjeu économique est juste colossal. Mais attention, cette fragilité n'est pas seulement technique. Elle est aussi profondément politique. Dans ce monde où les règles du jeu ont complètement changé, eh bien notre dépendance au numérique est devenue une arme. Et pour comprendre ça, il y a un concept clé, la zone grise. De quoi on parle? D'actions hostiles, oui, mais qui restent juste en dessous du seuil de la guerre déclarée. L'objectif, ce n'est pas la conquête d'un territoire, non, c'est de déstabiliser, de créer un état de chaos permanent. Et cette stratégie, on la voit à l'œuvre à différents niveaux. Sur la scène internationale, par exemple, la Russie est souvent accusée de l'utiliser pour affaiblir ses adversaires. Sabotage de câbles, cyberattaques. Et puis il y a le plan intérieur. Aux États-Unis, des figures comme Donald Trump sont critiquées pour des tactiques qui, selon certains, sapent les fondements même de la démocratie. Deux contextes très différents, mais au fond, une même logique de déstabilisation. Le problème, c'est que ces menaces technologiques, ces jeux géopolitiques, ce n'est pas abstrait. Tout ça a des conséquences très concrètes et souvent tragiques dans la vie des gens. Prenons l'ouragan Melissa. Le 28 octobre, cette tempête de catégorie 5 a littéralement dévasté les Caraïbes. Bilan, au moins 76 victimes. C'est ça le coût humain de l'instabilité climatique, qui est une autre facette de notre fragilité globale. Et derrière les chiffres, il y a des vies brisées. Cette simple phrase « Nous avons tout perdu » prononcée par une famille jamaïcaine qui se retrouve dans un abri de fortune, elle dit tout de la détresse humaine face à ces catastrophes. Et pendant que la nature se déchaîne, la violence humaine, elle aussi, explose. Pratiquement au même moment, au Soudan, la chute de la ville d'El Fasher a déclenché des massacres d'une brutalité qu'on peine à imaginer, où la technologie d'ailleurs est utilisée pour diffuser l'horreur. Cette instabilité ambiante, elle est aussi politique. Au Chili, par exemple, la société est tellement polarisée que l'élection présidentielle est devenue une sorte de duel, au sein même de l'extrême droite. C'est un symptôme assez frappant de la fracture de nos sociétés. Et cette fragmentation politique, elle mène aussi à des échecs assez spectaculaires. Prenez le fameux plan Albanie de l'Italie pour gérer les migrations. 1 an après son lancement, un centre qui était prévu pour accueillir 830 personnes n'en héberge que 25. Voilà l'illustration parfaite du fossé entre les promesses politiques et la dure réalité du terrain. Mais attention, face à ce tableau un peu sombre, la vie continue. Et les gens ne font pas que subir, loin de là. Ils s'adaptent, ils créent, ils trouvent des solutions, souvent dans les interstices du système. Tenez, écoutez cette histoire fascinante qui nous vient de Bogota. Il y a un homme, John Alexander Cardona Pelusa, surnommé le loup. Son truc, il ne vole pas d'argent. Il vole des livres de philosophie, des éditions rares, pour les revendre à un marché noir d'universitaires et d'étudiants. C'est une sorte d'économie parallèle de la connaissance. Et c'est assez fou de se dire que pendant que le monde semble se dérégler, des scientifiques, eux, travaillent en silence pour le régler avec une précision jamais vue. D'ici 2030, la définition même de la seconde va changer. On va passer de l'atome de césium à celui d'ytterbium, pour une précision 100 fois supérieure.
On change complètement de décor, direction Séoul. Là-bas, on cherche le Soar Kaeng, une très belle expression qui veut dire un petit bonheur, mais un bonheur accessible. Et concrètement, la ville a transformé les berges de son fleuve, le Hangang, en véritables espaces de vie, avec un nouveau bateau-bus pour faciliter les transports. C'est une belle preuve d'innovation urbaine, centrée sur le bien-être des gens. Et on termine avec une adaptation, disons, dans tout autre genre. Dans des studios de cinéma en Chine, le réalisateur maintenant c'est une intelligence artificielle. Les acteurs, comme ce jeune homme nommé Lu, ne suivent plus les indications d'un humain. Non, ils doivent atteindre un score de correspondance émotionnelle qui est dicté par un algorithme. Et ça nous amène à notre question finale. Dans ce monde où la technologie peut tout mesurer, même nos émotions les plus intimes, et où les histoires qu'on se raconte sont de plus en plus générées par des algorithmes, qui est vraiment en train de raconter l'histoire ? Qui est aux commandes ? C'est la question que je vous laisse.